Vous écoutez Radio Campus, il est 9 heures. Les cousins de Paris ont une drôle de façon. Ils mangent les pommes vertes, celles que je donne aux cochons. Bonjour, nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus. Bonjour Thierry. Salut Stéphane, comment ça va bien? Chaudement. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui peut nous emmener très très loin, qui est très vaste. On va, comme d'habitude, ouvrir beaucoup de portes et on va pas répondre à toutes les questions, mais on a l'habitude. Hein. Bah, t'as pas cadré le sujet, quoi. Voilà. On va parler de la biodiversité urbaine, la biodiversité que l'on peut trouver dans les villes. Et oui, en ville, il n'y a pas qu'un pissenlit ou 3 arbres qu'on peut trouver. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas forcément. Au-delà du béton qui pousse. Le béton, il pousse. Si. Pissenlit, si tu nous écoutes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour en discuter, pour nous éclairer dessus, parce que nous, on est un peu les néophytes dans le sujet. On est des gros nuls. Ouais, en gros, voilà. Bon, on fait de notre mieux quand même, on pose des questions, c'est déjà pas mal. Donc on aura donc Stéphanie Motte qui est adjointe à l'écologie urbaine et cadre de vie, bonjour. Bonjour. Et Agnès Fougeron qui est directrice adjointe du Jardin des Sciences du Parc de l'Arquebuse de la ville de Dijon. Bonjour. Voilà. Un grand merci à toutes les deux, un grand merci. Vraiment. De rien, c'est bien, on est content d'être invités. Donc la nature en ville, qu'est-ce que c'est Est-ce que je vais prendre toutes les thématiques qu'il peut y avoir? Enfin, on a tous vu la nature en ville, tout le monde en veut. C'est bien d'avoir un square, un jardin à côté de chez soi. On voit tous les grandes pelouses où en ce moment, quand il fait beau, on pique-nique dessus, on s'allonge, mais dans une grande pelouse, il n'y a pas grand-chose comme vie. Voilà, c'est vert, mais quand on regarde bien, il n'y a pas beaucoup d'insectes, il n'y a pas de fleurs, c'est coupé un peu court. Donc, c'est souvent la représentation qu'on a de la biodiversité, de la nature en ville, la biodiversité. Mais ça peut aller au-delà. Et donc, la question qu'on voulait aborder avec Thierry aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on améliore cette biodiversité en ville? Alors, pour partir, peut-être, pour améliorer, il faut déjà savoir un peu d'où est-ce qu'on part. Hein. Non, mais ne me regarde pas, Stéphane. Adresse-toi à tes invités. Donc, où est-ce qu'on veut pas forcément, dans l'émission, parler spécifiquement de Dijon, on va aussi parler de Dijon, mais des autres villes en France, enfin savoir ce qui se fait ailleurs, en France ou à l'étranger. Donc au niveau biodiversité, comme je disais, le béton pousse, on met des routes, on met des parkings, etc. Il y a moins d'espace pour vivre, pour que les animaux et les plantes vivent. Est-ce que vous avez un peu un état des lieux d'une perte de biodiversité dans les villes? Où c'en était il y a fort longtemps, au Moyen-Âge, j'imagine que ça devait bien vivre partout, mais maintenant, on ne voit pas beaucoup de biches traverser les rues, ou des hérissons, on en voit un de temps en temps. Mais qu'est-ce que tu veux foutre avec des biches en ville, franchement? Moi j'aime bien, c'est agréable. Oui, c'est ton côté poète, ça. Voilà. Ça peut être dangereux, ça peut être dangereux, des biches en ville. Je crois que de temps en temps, on croise de toute façon des sangliers à Dijon. Ouais. Et donc on peut avoir des animaux sauvages en pleine ville, c'est pas très indiqué en termes d'accidents possibles. Non, on part de Dijon, donc moi je vais quand même vous parler un peu de Dijon. Donc c'est un poste que je viens de prendre en tant qu'adjointe, donc je découvre pas mal de choses. Dijon, c'est quand même un gros patrimoine naturel. Avec des combes, notamment les combes à la serpent, les combes persil. Donc on a un environnement quand même privilégié. Donc ça, on est sur la périphérie de Dijon, des parcs anciens quand même très réputés, très reconnus. Parc de la Colombière, le jardin de l'Arquebuse, le square d'Arcy. Donc on a du gros potentiel. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est un petit aménagement, îlot de verdure au sein de la ville. Et c'est quelque chose sur lequel on est attentif et je pense qu'on va être encore plus attentif pour les 6 années à venir, notamment parce qu'on veut densifier la ville aussi pour permettre à plus d'habitants de vivre sur Dijon même. Donc on va être particulièrement attentive à ce qu'on puisse garder, recréer des îlots de verdure au sein même de quartiers.
Voilà, on a des grands espaces naturels, donc avec de la biodiversité, et on a en plus tout un plan en fait de gestion différenciée des espaces verts actuellement pour retrouver, donc il n'y ait plus que seulement que de l'herbe verte sur laquelle de s'allonger, mais également des jachères, des prairies fleuries, pour retrouver une biodiversité qui est mise à mal dans le monde entier, en France aussi, et donc en ville, on peut paradoxalement retrouver aussi de la biodiversité, parfois plus qu'en campagne. Donc c'est tout un enjeu à sauvegarder les espèces qui sont en danger ou en voie d'extinction. Et encore plus, donc en ville, on a un rôle vraiment primordial à jouer. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Agnès. Non, effectivement, je pense que le panorama est complet. Juste peut-être une petite précision, alors sans partir dans des cours très théoriques, la biodiversité, c'est à la fois la diversité des espèces. Alors effectivement, on peut citer le hérisson, la biche, l'abeille, si et ça, mais c'était pour taquiner il y a l'aspect, Thierry, effectivement, nombre d'espèces qui est important. La biodiversité, c'est aussi la diversité du vivant au sein de la diversité au sein d'une même espèce, donc ça veut dire des populations assez importantes qui vont se croiser pour avoir justement une diversité au sein d'une même espèce. Ça, c'est la diversité du patrimoine génétique qui vont permettre, aux espèces, aux populations, d'évoluer, de pouvoir s'acclimater à des changements. Dieu sait qu'ils sont nombreux en ce moment, notamment au niveau des changements climatiques. Et aussi la biodiversité, la troisième notion, qui est celle où, à l'échelle d'une ville, je pense qu'on peut vraiment impacter des choses importantes. C'est aussi le fonctionnement, les interactions entre toutes ces espèces. Quand on parle, là, on est à l'échelle, on va dire, système. Donc, à la fois, effectivement, on peut parler des végétaux, herbes tondues, gazon classique ou jachères fleuries, arbres fruitiers et autres, qui vont être les supports de nidification pour s'abriter, pour se nourrir, pour des espèces animales. Et c'est vraiment en concevant finalement cette biodiversité et en raisonnant écosystème, on va parler justement de la fonctionnalité de la nature. Et Dieu sait si en ville, c'est vraiment la fragmentation des habitats qui est finalement un petit peu le facteur limitant. Effectivement, certes, comme l'a dit Stéphanie, à Dijon, on a la chance d'avoir vraiment des grands parcs urbains qu'on peut imaginer comme des réservoirs importants de biodiversité. Et tout l'enjeu aujourd'hui, notamment dans les villes, notamment via les trames vertes et bleues, c'est vraiment de développer les connexions entre notamment ces réservoirs et les autres endroits. Et comme ça, on a une nature qui est fonctionnelle, qui se développe. L'exemple des pollinisateurs, il est assez aisé à comprendre. Certes, on sait que les pollinisateurs sont fondamentaux pour le bon fonctionnement des différents écosystèmes, dont l'humain, grâce auquel l'humain se nourrit, etc., etc. Et on est vraiment sur des interrelations, sources de nourriture, abris, etc., les pollinisateurs participent à la reproduction. Donc c'est vraiment cet aspect fonctionnalité. Je pense que et quand on parle effectivement d'îlots de verdure, etc., c'est développer les connexions entre les réservoirs et avoir une nature en ville qui se porte bien. Certes, en avoir une, c'est déjà très très important. Et après, qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle se porte bien. Et effectivement, le terrain de jeu en ville, c'est le terrain de jeu de cette nature en ville qui revient, certes dans toutes les villes. Et à Dijon, comme on disait, on a des poumons verts qui sont quand même assez importants. C'est un formidable terrain de sensibilisation des habitants, des Dijonnais, pour cette biodiversité dans un cadre très global. Ouais, on en reviendra sur la sensibilisation, je pense, après. Oui, non, j'ai bien entendu l'optimisation de l'existant, en quelque sorte. Après, je me pose quand même la question qui est redondante dans d'autres problématiques, d'ailleurs, de la confrontation de l'habitat, de la construction, du privé, d'ailleurs, au demeurant, contre qui ne va pas nécessairement dans le sens d'une valorisation de la biodiversité urbaine. Enfin, je sais pas, on construit énormément, on construit beaucoup à Dijon. Et je vois beaucoup de choses, moi, qui me plaisent pas, quoi, clairement. Enfin, et puis beaucoup, et je ne vois pas non plus. C'est pas une critique, Stéphanie, mais c'est juste comme ça. Je ne vois pas. Il y a beaucoup d'alternatives urbaines qui ont été mises en place dans d'autres villes. Je sais pas, la végétalisation à Dijon, on peut pas dire, par exemple, que ça soit qu'on soit au top. Donc c'est sur le. Enfin,
je suis quand même relativement inquiet sur le fond, voilà, de cette sempiternelle confrontation entre les terrains à bâtir finalement, et puis indépendamment du fait que je sois très très heureux qu'effectivement il y ait des vrais bassins à Dijon. Enfin, toutes ces comptes, c'est juste magnifique, quoi. Donc, après, je vais revenir justement sur ce que tu disais, c'est Dijon, et alors, ça dépend comment on voit les choses. Sauf à ma part, Dijon est une des villes, ce qu'on appelle vertes de France, en surface d'espace vert par rapport au nombre d'habitants. Oui. Mais voilà, alors comme je disais un peu de façon provocatrice au début, un bout de gazon taillé court, style terrain de golf, il n'y a aucune biodiversité. Par contre, ça compte comme espace vert. Donc là, c'est... Oui, dans le compte, il y a des trucs, à la limite, ça n'a aucun intérêt. Voilà, et c'est joli, c'est agréable de se mettre dessus, on peut jouer au foot, c'est sympa. Mais au niveau... Quoique ça s'arrange plutôt bien. Au niveau biodiversité, enfin de vie dessus, c'est là où c'est important de faire différenciation entre un gazon, un rat, et puis on parlait de jachère fleurie. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est on en voit pas encore, enfin assez peu quand on regarde la presse à gauche à droite. C'est au-delà de la jachère fleurie, c'est un endroit où on ne fait rien. Voilà. On laisse en friche. Voilà, on laisse en friche. Et parce qu'à la jachère fleurie, on met des fleurs, ça va faire joli, les insectes vont venir. Mais c'est volontaire. Il y a une action de l'homme délibérée. On met 10, 20, 30, 50 espèces bien spécifiques. Mais voilà, la nature n'a pas repris. C'est une nature domestiquée par l'homme. Et comment est-ce qu'on peut aller plus loin entre le gazon et puis le laisser faire complètement, il ne s'agit pas que d'optimiser l'existant, il faut faire beaucoup plus en fait là où on en est rendu. Hein. Enfin, vous connaissez la situation toutes les deux. Bon, oui. Donc voilà. C'est pas facile de parler dans cette émission. Tout le monde parle beaucoup. Non, c'est sympa. C'est gentil. Non, sur la densification urbaine, c'est vrai que c'est un parti pris qui a été assumé depuis 2001 et qui s'est amplifié. Ce parti pris, il est de dire il faut quand même pouvoir offrir aux gens qui souhaitent vivre sur Dijon des logements décents et en nombre suffisant, notamment des logements des logements à loyer modéré. Bon, c'est pas du tout le propos de l'émission, mais c'est quand même aussi pour expliquer pourquoi à un moment donné, on a vraiment souhaité regarder sur la ville même de Dijon les espaces libres et pouvoir faire de la construction dessus. Bon, après, je suis tout à fait d'accord pour entendre qu'il faut de la construction de qualité et en concertation. Donc c'est bien par rapport à tous ces projets de construction aussi qu'aujourd'hui il est important de continuer à s'occuper de ces poumons verts qu'on a en périphérie, mais également de pouvoir recréer de la nature en ville, donc avec des essais de végétalisation aussi. Moi je suis vraiment pour qu'on puisse lancer de la végétalisation aussi sur les toits et remettre au maximum. De toute façon nous en avons vraiment à avoir besoin parce que la densification urbaine c'est aussi un des moyens de lutter contre le dérèglement climatique. C'est vraiment inciter les gens à aller vivre près de leur bassin d'emploi. Oui. Donc ça, c'est aussi éviter quand même les voitures. Oui. Donc ça permet quand même ça nous permet quand même de jouer un peu là-dessus, heureusement. Donc si on incite les gens à revenir vivre en ville aussi, ça veut dire que par ailleurs, on remet effectivement de la nature en ville. Et donc pour finir aussi sur le dérèglement climatique, on a vraiment un enjeu très fort sur ce qu'on appelle les îlots de chaleur. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas ce que c'est Adenodra, mais si on a affaire à des années de sécheresse avec des longs moments de sécheresse, on va s'apercevoir que la ville, au-delà des poumons verts qui sont intéressants pour réguler la température, mais que si on a vraiment des grosses concentrations urbaines, des grosses concentrations d'habitation, la température va monter. Oui. Donc, d'où effectivement cet intérêt, je pense, qui va devoir monter en puissance à Dijon, parce qu'effectivement, on a peu d'essais, trop peu, actuellement, de revégétalisation, notamment voir comment on peut végétaliser le centre-ville également, mais pour pouvoir redonner à la fois de la verdure et de la fraîcheur pour pouvoir lutter contre ce dérèglement climatique, un véritable enjeu. Et ça fonctionne aussi pour l'absorption des poussières, des microparticules. Des poussières, des microparticules, et ça régule, effectivement, ça permet de réguler et de pouvoir s'adapter. Donc on est tout à fait d'accord là-dessus. Il y avait d'autres questions, du coup je ne sais plus. Non, c'est bien, on va aller de digression en digression, ça va être impeccable. Ça va être la meilleure émission de l'année, c'était vrai. Non, c'était sur le côté impact de l'homme. On choisit en gros notre biodiversité avec les prairies, les jachères fleuries, versus on laisse faire
la végétation revenir, enfin se mettre en place toute seule sans impact de l'homme. J'avais vu récemment, c'est en dehors, il y a une association là qui je sais plus laquelle d'ailleurs, mais qui achète des hectares, bon c'est pas en ville mais à l'extérieur, et ce qui m'a très étonné, c'est dans leur objectif, c'est on ne fait rien. Ils délimitent l'endroit, ils mettent quelques sentiers pour que les gens puissent se promener, et à l'intérieur, il n'y a aucune coupe de bois, il n'y a rien. Ils laissent la nature reprendre le dessus intégralement. Et bon, en ville, c'est peut-être plus compliqué, mais est-ce que dans des îlots, des squares, etc., on peut délimiter des parcelles où justement on ne fait rien? Alors, effectivement, je pense qu'on est là finalement entre la pelouse très entretenue, type terrain de sport, dont on parlait un petit peu au début de manière caricaturale, à on ne fait rien et on laisse effectivement la nature évoluer. Je pense que tout est histoire de gradation, de graduation plutôt, et puis de se dire quel est l'usage des gens. En fait, cette nature en ville, elle apporte aussi beaucoup de services à l'homme, etc., de bien-être. On a parlé tout à l'heure, lutte contre les îlots de chaleur, etc., etc. Et moi, à mon sens, travailler déjà dans un premier temps aussi, c'est travailler sur aussi l'acceptabilité de cette nature en ville, d'une nature autre que celle que les gens ont un petit peu en tête, me paraît intéressante. Et en moyen pour y arriver, effectivement, c'est jachères et prairies fleuries qui, petit à petit, effectivement, commencent à se mettre en place sur Dijon et dans plein de grandes villes également. Moi, je pense que c'est déjà une étape. Nous, là, depuis quelques années, on est très attentifs à finalement, sur ces jachères fleuries, quelles sont plantes, en travaillant avec les différents services, notamment les services des espaces verts. L'idée est bien de sélectionner dans nos mélanges déjà de graines dans un premier temps, plutôt des graines, uniquement de la flore sauvage, de baisser comme ça l'horticole, d'augmenter les plantes vivaces qui se ressèment, etc., plutôt que des plantes annuelles, voilà, de travailler un petit peu dessus. Donc petit à petit, c'est effectivement, on n'est pas encore on n'est pas dans une nature totalement sauvage, bien évidemment, mais on est avec un couvert végétal qui commence à devenir intéressant parce qu'il est indigène, autochtone, etc. Et dans les pistes un petit peu sur lesquelles il est possible de travailler, c'est de boucler la boucle. On peut petit à petit aussi récolter les graines et ressemer des graines récoltées issues de graines de nature, et petit à petit, donc on parlait de nos très intéressants réservoirs bien essentiellement situés à la périphérie de Dijon, mais d'avoir une origine très très locale des plantes qui sont dans un premier temps semées, je suis d'accord, on n'est pas encore aux friches, mais de conserver comme ça cet aspect très local peut être petit à petit une étape. Et effectivement, l'aspect des friches, alors il y a des exemples de villes qui carrément ont presque des fois fermé des squares, des grands pans ou des grands pans de jardin, sur des grands jardins, au Jardin des Plantes à Paris, une partie de l'espace est totalement fermée, c'est uniquement pour des suivis scientifiques, etc. Donc on peut trouver comme ça un autre stade de biodiversité présente en ville. Voilà, après je dirais tout est possible, envisageable, et on peut tout à fait imaginer des expérimentations. D'accord. Mais d'autant que tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout un jeu d'interaction. C'est pas juste on met un truc dans un endroit. Nous allons faire une pause musicale. L'aspect technique nous rappelle que... Mais on va revenir rapidement après sur la biodiversité avec ce qu'on peut faire. Et on va se retrouver après un morceau de Métronomie qui s'appelle I Am Aquarius. Just one fight and just one anniversary. So I never thought you'd be the one to up and leave. Shoop doop doop shoop doop doop Nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit. On parle donc. T'es encore là, toi? Je suis encore là. Il fait chaud, mais je suis encore là. Bien le coup. Donc, on parlait de biodiversité. Donc, Thierry, je te referai pas le coup de la biche et du hérisson. Donc, on est habitué, comme je disais un peu avant, aux espaces verts. Voilà, couper court, c'est joli, etc. Mais quand on a sur notre trottoir un pissenlit qui pousse, une mauvaise herbe, je dis volontairement mauvaise herbe parce qu'en fait, ça veut tout et rien dire.
Mais vas-y Thierry. Adventice. Voilà. Et ça a une définition bien précise. Bon, et en gros, ça correspond en fait à des espèces que l'homme n'a pas su domestiquer ou mettre en ordre. En gros, c'est assez ça, l'idée d'un adventice, si on part de l'idée que toutes les plantes peuvent être utiles au demeurant. Merci Maître Capello. Pas de problème. Et donc, mais comment, la question, si on veut une biodiversité en ville, c'est-à-dire qu'il y aura des plantes et des animaux qu'on n'a pas forcément voulu ou qu'on n'est pas habitué à voir, comment est-ce qu'on sensibilise les gens pour qu'ils acceptent? Parce qu'en fait, typiquement, on laisse pousser des mauvaises herbes, on laisse pousser des adventices sur le trottoir, je vais y arriver. Et beaucoup de gens disent c'est mal entretenu, ou même dans les espaces verts, c'est mal entretenu, regardez, la ville ne fait rien, c'est que ce soit à Dijon ou ailleurs. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire mais non, c'est normal, c'est volontaire, c'est la nature, quoi. Oui, comment est-ce qu'on met ça en place tout en les confrontant avec des comportements urbains bien ancrés, des habitudes urbaines bien ancrées? C'est soit du bitume, soit du gazon, quoi. La politique que nous menons maintenant depuis plusieurs années donc sur Dijon et sur le Grand Dijon, c'est une politique aussi Grand Dijon qui consiste à mettre le moins de phytosanitaires sur nos espaces urbains. Donc c'est extrêmement important en termes de santé publique. On se rend compte de plus en plus des effets extrêmement néfastes que peuvent avoir des traitements chimiques sur la santé humaine. Je dis qu'on en prend conscience parce que très longtemps, ça a été quand même très largement sous-estimé. Et donc il est particulièrement important qu'en milieu urbain, on puisse se passer finalement de tout traitement chimique. Si on se passe de tout traitement chimique, soit on engage une armée de jardiniers qui vont piocher, qui vont constamment être justement dans une guerre contre les adventices, soit on accepte effectivement de voir un peu autrement sa ville. Donc je tiens à rassurer les Dijonnais, si vous voyez quelques pissenlits pour le coup, ou autres herbes folles sympathiques, gagner un petit bout de bitume et ressurgir comme ça, déjà ça veut dire qu'il y a toujours des graines qui sont là, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt rassurant, et que c'est surtout effectivement donc une volonté de la ville de ne plus mettre de produits chimiques dans nos sols pour les traiter. C'est aussi extrêmement important sur le traitement des eaux. Donc c'est pas par manque de moyens, c'est vraiment parce que nous souhaitons vraiment pouvoir préserver la santé de tous les habitants. Et donc c'est aussi, je dirais, là c'est un appel qui est lancé, c'est de dire, quand vous voyez ça effectivement, c'est plutôt un signe, je dirais, de bonne santé pour tout le monde, et donc il faut accepter, bon bien sûr dans la mesure du raisonnable, mais il faut accepter effectivement d'avoir quelques petites herbes folles qui viennent courir le long des trottoirs. Et quant au traitement des eaux, tu peux expliquer qu'en fait on a intérêt à ce que les eaux s'infiltrent plutôt qu'elles Pour moi effectivement, ça c'est important aussi qu'on garde des endroits où ce ne soit pas bitumé pour que l'eau puisse s'infiltrer. On le voit bien en cas de forte pluie, il faut absolument que l'eau puisse s'infiltrer parce que sinon elle dévale, c'est terrible. Ça fait tout de suite s'engorge et s'embarque effectivement. Donc il se retrouve après à devoir être traité et donc on est sur des coûts de plus en plus importants. Voilà. Donc outre le coût de plus en plus important, c'est vrai que moins on met de produits chimiques, et bien moins on a traité et on a une eau de meilleure qualité. Donc tout le monde s'y retrouve et c'est vraiment donc un parti pris. Ça fait partie de la nature en ville, je crois vraiment, que de se dire que d'avoir effectivement quelques pissenlits, c'est absolument pas dramatique, c'est même plutôt joli. Et c'est effectivement c'est sur une ville vivante. Voilà. C'est pas si simple parce que tu as quand même beaucoup de gens pour penser par exemple que les trottoirs en gravier rose là ça fait pas propre, tu vois. Pas mal de gens qui pensent comme ça. Non, mais ça peut être un petit jeu parce que je défie quiconque de dire les adventices qui poussent de donner un nom à ces adventices. On est tous nuls. On devrait faire d'ailleurs là tu parles pour toi. Tu parles pas pour moi et tu parles pas pour le muséum non plus, parce que moi je te fais une salade sur un trottoir. Presque tous nuls. Juste pour ça, c'est vrai que là j'aimerais beaucoup, effectivement dans le cadre de la démocratie participative, d'organiser justement des balades urbaines avec ce thème-là. C'est-à-dire, pas forcément que sur les trottoirs, bien évidemment, mais de pouvoir la réappropriation des habitants de leur espace de vie. Quel arbre alors, on fait beaucoup ça avec les enfants. Moi, je trouve ça très, très bien, éducation et environnement, mais je trouve qu'on ne devrait pas faire ça qu'avec les enfants. Oui. Et qu'effectivement, on devrait pouvoir proposer, je pense que ce sera un gros succès, tout comme les jardins partagés. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est vrai que le but dans les 6 ans à venir, c'est vraiment de remettre des jardins partagés, de pouvoir permettre aux gens de cultiver même un petit lopin de terre, même un petit bout de carré potager, mais de retrouver ce goût. Il y a une forte demande parce que les gens ont besoin de retrouver leurs racines, ont besoin de retrouver la nature aussi. Moi, j'en suis persuadée.
Juste pour compléter là par rapport effectivement aux herbes folles, hein, le fait de se dire mais de quelle espèce s'agit-il, etc., etc. Nous au Jardin des Sciences là, donc on accompagne en fait les études de sciences participatives menées par le Muséum national d'histoire naturelle. C'est des études participatives qu'on retrouve sous le terme générique Viginature. Donc il y a plusieurs programmes donc qu'on accompagne, les pollinisateurs, les escargots et aussi les sauvages de Maru. Alors j'aime beaucoup ce mot, hein, on parle d'herbes folles, etc. Et les sauvages de Maru, donc nous accompagnons plutôt depuis 2 ans les groupes scolaires, les groupes de périscolaires et certains groupes en partenariat avec les centres sociaux des différents quartiers de la ville. Eh bien, nous accompagnons ces groupes pour nous aider à identifier, compter. Alors, c'est une vraie opération scientifique, hein. Chacun est acteur. On fait des transects naturalistes entre les trottoirs, etc. Et on cartographie comme ça, petit à petit, la diversité végétale présente au niveau de ces herbes folles. Et ce qu'on souhaite, nous, bien évidemment, c'est comme le disait Stéphanie, l'éducation à l'environnement pour les enfants, très bien, je pense que c'est vraiment la base, c'est l'avenir, etc. Mais tout à chacun, je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui de se dire, c'est mon cap de vie, c'est vraiment le citoyen dijonnais à terme qui sera invité comme ça à aider aussi les scientifiques à mieux connaître et c'est aussi mieux comprendre parce que finalement, comme on le disait, ces plantes adventices en ville, c'est des graines, des répartitions d'espèces un peu spécifiques qui se modifient, notamment en fonction des changements climatiques. Et c'est un des enjeux un petit peu de recherche aussi. Et comme ça, en étant avec ces sciences participatives, chacun est acteur. Du coup, on prête attention aussi, comme on dit, que ce soit un arbre, un pissenlit et autre chose. En prêtant attention, je pense qu'on se rend compte aussi de cette nature qui vient, qui revient. On peut tout à fait imaginer qu'on peut aussi mieux l'accepter. Je pense que c'est un des grands enjeux aujourd'hui. Et aussi, on connaîtra mieux un petit peu la dynamique de ces populations végétales. Donc, j'ai 2 questions. Ce sera ouvert à tout le monde? Alors, ouvert à tout le monde, très logiquement, pour les saisons un petit peu de comptage, c'est du printemps à l'automne, et notamment via un portail internet Dijon c'est ma nature, parce qu'il nous faut après l'outil pour que tout à chacun comme ça collecte des prises de photos, des choses comme ça. Donc ça sera très très certainement opérationnel pour tout le monde l'année prochaine, printemps prochain, on va dire, c'est les périodes d'observation. Mais là, depuis 2 ans, nous avons une vingtaine de classes qui suivent ces programmes Sauvages de Maru, accompagnés par les médiateurs du Jardin des Sciences. Mais aussi les adultes. Et avec cet outil internet, etc., une application smartphone, on voit les éléments et on fait ces relevés de transects, mais ça prend pas longtemps, ça aide les scientifiques et en plus, comme ça, on est vraiment acteur de la connaissance de son environnement proche. Oui, donc au lieu de prendre n'importe quoi en photo, prenez les insectes. Voilà, c'est tout à fait. Alors pour poursuivre dans la série comportements liés au confort urbain, il y a quelque chose aussi qui impacte assez fortement la biodiversité, ce sont les éclairages nocturnes. Est-ce que je peux te demander d'en dire 3 mots ? Éclairage nocturne, je sais que la ville de Dijon a déjà éteint des plaques de rue, changé un petit peu les choses. Et c'est vrai que notamment avec la Société astronomique de Bourgogne, nous, au Jardin des Sciences, qu'on accueille régulièrement dans le cadre des activités du planétarium, on échange beaucoup sur le sujet, le lien insectes d'hiver et autres mammifères nocturnes, crépusculaires et autres. Je pense même d'ailleurs que c'est toutes les sociétés d'astronomie qui ont été les premières à interpeller sur cette problématique-là. À interpeller, à le documenter. Ils y voyaient rien quand ils regardaient dans le télescope, déjà d'une. Alors les insectes. Voilà, oui, même avant, effectivement, avant même la qualité d'observation. Eux, bien sûr, sont interpellés par cela, mais effectivement, la Société astronomique de Bourgogne a vraiment interpellé, documenté aussi, et essayé de fédérer un petit peu les villages et villes voisines. Et d'ailleurs, c'est moi. La première thèse de France sur la pollution lumineuse a été justement faite à Dijon, sur le campus, à Samuel Chaléa, de la Société astronomique de Bourgogne. D'ailleurs, j'allais dire quelque chose de sans importance, mais en même temps, si, c'est parce que. Mais c'est vrai que le ciel étoilé, la relation qu'on a au ciel étoilé, ça fait complètement partie de l'environnement, et elle est d'une pauvreté affligeante en ville. Moi, ça fait quand je descends du lien avec la nature, chez mes beaux-parents en Ardèche, je regarde le ciel.
c'est juste un vrai bonheur, quoi. Ici, c'est une tristesse folle. Bon, ça c'était juste sans intérêt. Non, mais ça fait complètement partie quand je. Mais néanmoins, c'est quand même un élément environnemental. C'est un élément environnemental très important. Parce que ça agit sur la façon, sur le regard qu'on porte sur les choses, évidemment. Et ça agit aussi, effectivement, on parlait de la fonctionnalité des écosystèmes et autres. Voilà, l'alternance jour-nuit, elle est super importante pour les essences végétales, pour les espèces animales. Donc, effectivement, c'est un enjeu important. Sur l'éclairage public, moi, je peux rajouter qu'on fait quand même des efforts conséquents depuis plusieurs années. Alors, ce sont des efforts aussi à la fois financiers, faut bien le dire, parce que c'est quand même de l'électricité en moins, c'est de la consommation en moins, donc c'est toujours très intéressant. Et notamment aussi sur les rejets possibles, pour réduire la consommation électrique, donc ça c'est très intéressant. Et aussi avec un parti pris quand même d'éclairer moins, de diminuer l'intensité lumineuse au cours de la nuit, ce qui paraît de bon sens, mais bon, on est en train d'y travailler, ça se fait. Et aussi d'orientation, tout simplement, des luminaires. Parce qu'il y en avait avant, c'était la grande tendance, on éclairait aussi bien le ciel que la terre. Donc, c'est pas fini, mais il y a encore tout des progrès à faire, effectivement, pour pouvoir continuer dans cette dynamique. Et on en est où des enseignes? Les enseignes lumineuses, normalement, la nuit, c'est éteint maintenant. C'est un sujet entier. Oui. Nous travaillons d'ailleurs sur le règlement de publicité. On est en train de retravailler dessus. Voilà. Mais non, je voulais revenir justement sur le côté implication des habitants. Mais en fait, la sensibilisation des gens va de pair, à mon avis, avec l'implication. Parce que j'ai un exemple au pied des arbres, notamment à Dijon. Il y a des arbustes qui sont plantés, etc. Et il y a, ce que j'avais vu il y a quelques années, il y a possibilité de s'occuper du pied de l'arbre devant chez soi, ou toute la rue. De faire un attentat floral. Voilà, attentat floral, on y fait pousser ce qu'on veut. Et il y avait même, j'avais vu dans Dijon Mag, les gens étaient invités à le faire. Alors moi, en bas de chez moi, je l'ai fait, etc. Bon, évidemment, 2-3 fois, il y a des voitures qui se sont agréablement garées dessus, qui ont tout détruit. Tous les enfants avaient vu que les graines qu'ils avaient plantées avaient été détruites. Enfin bref, la ville a mis des poteaux pour empêcher les voitures de se garer. Faut quand même batailler quand même pour qu'il y ait un peu de plantes, de diversité au pied des arbres, quoi. Mais ce côté, je peux agir en bas de chez moi, mettre quelques fleurs, même si c'est pas une grande diversité, mais c'est sympa. Donc ça, oui, d'où comptons bien, donc en collaboration avec Patrice Château, qui est délégué à l'environnement, renouveler cette expérience, cette expérimentation, qui en fait tient souvent à quelques personnes dans une rue. Mais là, effectivement, donc on lance l'idée et on lance l'initiative, effectivement, pour que les espaces verts soient au courant. Donc effectivement, quand il y a des herbages thermiques qu'on fait quand même régulièrement aussi, qu'on ne touche surtout pas. Mais c'est vrai que cette idée, moi, je trouvais très bien. Donc elle s'est faite. Il y a eu des expérimentations qui n'ont pas duré dans le temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi de profiter, effectivement, des pieds d'arbres. Pourquoi pas aussi devant les maisons. Ça se fait très bien dans certaines petites villes ou même dans certaines grosses villes aussi, de pouvoir investir juste devant chez soi, sous réserve qu'effectivement après les gens s'en occupent et puis qu'effectivement il n'y ait pas de vandalisme. Ça c'est sûr, parce qu'après c'est extrêmement décourageant. Ça a une grosse BM qui se gare dessus, j'en ai un mauvais souvenir. Voilà, c'est vrai que après s'il faut qu'on mette des barrières autour de chaque arbre, c'est pas évident. On n'a pas fini. Mais par contre, pour aider, il y a des villes qui font ça, il y a Paris, Besançon et plein d'autres. Ils fournissent aux habitants des sachets de graines. Des sachets de graines, parce que on va pas forcément à gauche ou à droite, ou alors on s'aime pas forcément les meilleurs. Mais il y a des villes qui proposent tout un sachet de graines très diversifié, avec plein d'avantages. Vous le faites Mais oui, voilà, c'est ça. Donc c'est peut-être pas assez un connu, grand sourire en disant mais on en a bien évidemment aussi à Dijon, effectivement, depuis c'est la 2e année cette année qu'on incite le Dijonais à planter. Alors bien évidemment, je pense qu'il faut effectivement organiser, coordonner effectivement pour éviter ce qu'on disait là tout à l'heure au niveau que ce soit des entretiens, de le faire savoir, à mon sens aussi, puis de susciter aussi l'évocation. Je pense que pour que dans on un premier développe temps, un petit peu. Donc on contacte la mairie si on veut faire un pied d'arbre ou devant chez soi. Contactez-moi, contactez et je vous répondrai. On verra comment on peut organiser ça. Donc ça c'est le premier temps. Le deuxième temps, alors sachets de graines, effectivement, ce qu'on disait là depuis l'année dernière. Donc voilà, des sachets de graines, c'est vraiment inciter. Moi, je pense vraiment faut inciter chacun à être acteur en fait. Je pense que un des éléments forts c'est ça. Donc un des premiers gestes effectivement c'était un sachet de graines. Semez votre biodiversité. Donc la distribution de ces sachets de graines s'est faite en parallèle depuis l'année dernière avec la mise en place des ruches sur Dijon avec la production
production du miel de Dijon. Et donc voilà, c'était vraiment l'élément pour accompagner un petit peu ça en disant voilà, les pollinisateurs, l'écosystème, etc., source de nourriture. Donc mais je dirais c'est un début. Moi, je pense qu'effectivement, on peut tout à fait développer des choses et que chacun soit acteur de son de la nature présente au sein de son environnement proche me paraît vraiment intéressant. Donc effectivement, dans un premier temps, on est plutôt avec des activités au niveau des groupes, mais je pense que passer avec le Dijonais lambda, le citoyen et tout à chacun, effectivement, je pense que c'est l'étape suivante à laquelle il faut qu'on s'attaque. Pour compléter sur ça, j'y pense, parce que c'est quand même quelque chose qui a très bien fonctionné et qui va continuer à vraiment bien fonctionner, nous le souhaitons et nous avons toutes pour l'encourager. Donc c'est l'implantation de ruches en ville. Nous en avons une 60aine. C'est un gros sujet. Je pense que Thierry voulait en parler. Voilà, donc justement, mais juste en 2 mots, je sais qu'il voulait intervenir dessus. Donc une 60aine de ruches actuellement, avec des abeilles qui trouvent de quoi se nourrir, d'où l'intérêt en plus de continuer à pouvoir leur permettre de trouver de quoi butiner. Donc bien évidemment, jachère fleurie, mais aussi que tout à chacun, dans son bout de carré de jardin ou sur son bout de trottoir au pied des arbres, puisse ensemencer des plantes qui permettent, des plantes mellifères, qui permettent aux abeilles de faire leur miel. Donc il y a une 60aine de ruches. On va en installer, nous espérons, aussi sur le domaine de la CRA. Et donc, c'est vraiment, au-delà du symbolique de cette action, ça permet vraiment de comprendre l'interaction extrêmement importante entre la biodiversité et la survie aussi de l'homme, puisque sans butineurs, en fait, on serait extrêmement, extrêmement mal. Donc, c'est vraiment une très, très belle action que l'on poursuit et que l'on va poursuivre pour vraiment faire comprendre l'importance d'avoir des insectes pollinisateurs et de leur assurer un milieu de vie qui leur permette de vivre. On a eu du gros dégâts dans les ruches depuis des années sur certains endroits, notamment encore une fois à cause des produits chimiques. Ouais, on va revenir à Thierry après la pause sur les abeilles. D'accord. Allez, prépare-toi. Il y a ça va butiner après. Ça va butiner après. Alors on va faire une petite pause musicale avec Mio Sec et ça s'appelle J'ai oublié le titre. Et on l'a comme pas vécu, ou peut-être pas assez, pas comme on aurait dû. Donc on en était pas au miel, aux abeilles, enfin bon, c'est lié quand même. Hein. Les abeilles qui sont, comme on disait là, juste avant de reprendre l'antenne, un peu l'iceberg, enfin la partie visible de l'iceberg sur la pollinisation en ville. Oui. Hein, vas-y, tiens. Et alors Thierry, il me casse. Mais non, voilà, ce qui me faisait remarquer souvent Thierry, c'est que on implante des ruchers en ville pour qu'il y ait des abeilles, la pollinisation. Hein, c'est bien ça, Thierry. Oui. Mais ce qu'il y a aussi derrière, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il y a beaucoup d'insectes qui ne sont pas connus et qui pollinisent et qu'il faudrait favoriser parce qu'en fait ça fonctionne tout seul, quoi. Et un schématisme. Merci Stéphane. Alors, je vais quand même balancer 2 chiffres parce que franchement c'est chaud et ça va poursuivre le propos de Stéphanie. Et ça donne ça, l'absence de pollinisateurs menacerait 84% des cultures européennes. C'est monstrueux, c'est énorme, hein, on s'en rend pas compte. Les cultures dans la ville. Et là, si on prend par exemple le cas de l'Angleterre, les besoins couverts par les abeilles domestiques, en Angleterre, c'est moins 25%. Moins 25%. C'est vous dire la carence, quoi, l'ampleur du problème. Nous, en France, on n'est pas beaucoup mieux positionné parce que on est à 25-50%, donc on a aussi un très très gros problème. Et il y a plusieurs pays européens qui sont comme ça. Donc effectivement, j'aimerais quand même, s'il te plaît,
parce qu'on parle beaucoup des abeilles, mais qu'on sorte un petit peu de cette focale-là, et puis que tu essayes, s'il te plaît, d'expliquer que la problématique de la biodiversité, c'est pas juste quelque chose qu'on met en exergue juste pour faire de la com, qu'il ne s'agit pas juste que de poser des ruches, mais que ça va très au-delà de ça, et qu'en plus, il y a un vrai problème, parce que ce serait une catastrophe économique. On ne prend que les abeilles, d'ailleurs, au demeurant, parce que les voyants sont rouges partout ailleurs. On est bien d'accord, mais on va faire que ça. Déjà, là, ça va bien nous faire flipper. Comment essayer d'être synthétique, pas trop alarmiste quand même, mais assez réaliste. Non, effectivement, il y a deux aspects là dans la question. La pollinisation, c'est un élément fondamental du bon fonctionnement des écosystèmes. C'est indispensable, ce qu'on disait avant la coupure, pour se nourrir. Effectivement, on est sur des chiffres de plus de 70% en termes de tonnage comme en termes de diversité de ce qu'on mange, et directement lié à la pollinisation par les insectes, dont parmi lesquels les abeilles domestiques, Apis mellifera, qui sont les abeilles que l'homme élève dans des ruches pour faire du miel. Mais rien que pour donner quelques chiffres, à l'échelle de la France, il y a à peu près 500 espèces de pollinisateurs différents qui jouent leur rôle de pollinisation. La pollinisation, c'est bien les modalités de reproduction des espèces végétales par le pollen qui est l'élément reproducteur mâle de la plante qui va sur l'élément femelle. Certaines plantes se servent des insectes pour faire ce transport, et c'est à peu près 75% de la diversité végétale de ce qu'on mange est directement liée à la pollinisation par les insectes. Donc effectivement, les chiffres annoncés là ne peuvent que alerter tout le monde en se disant la diversité de ce qu'on mange est vraiment directement liée avec ces pollinisateurs, abeilles domestiques et autres espèces. Et pour revenir sur ce qu'on disait aussi en préambule, à peu près 500 espèces de pollinisateurs présents à l'échelle de la France, plus d'une centaine là sur Dijon. Au Jardin des Sciences, on a des entomologistes qui commencent à adresser un petit peu des cartographies, essayer de connaître un petit peu cette diversité. Et c'est vrai que quand on parle d'installation de ruches en ville, alors Dijon l'a fait depuis l'année dernière, beaucoup d'autres villes le font. Certes, je pense que c'est vraiment au titre d'un message fort, d'un message et d'une sensibilisation importante. Ce que je disais un petit peu pendant la coupure, c'est des espèces comme l'abeille domestique sont vraiment des espèces parapluies, c'est-à-dire on en parle beaucoup, on a le miel, effectivement, tout le monde connaît l'abeille domestique. La production du miel est un formidable vecteur de sensibilisation, d'échange par rapport à tout ça. Mais il faut vraiment bien comprendre, notamment pour Dijon, parce que c'est quand même une vraie volonté de prise en compte de la biodiversité. L'installation de ces ruches en ville, c'est vraiment intégré au plan biodiversité. Donc c'est le parapluie pour parler finalement, quand on parle fête des abeilles, miel de Dijon, en fait, c'est l'abeille domestique et sa centaine de collègues, entre guillemets, d'espèces différentes qui sont présentes sur Dijon. Donc, faut vraiment le concevoir comme ça. Et effectivement, les chiffres très alarmants, enfin, c'est pas alarmiste, ils sont alarmants aujourd'hui. Très souvent, dans les médias, on parle l'abeille domestique, etc. Mais c'est vraiment l'abeille domestique et la cohorte des pollinisateurs. Oui, mais ça suppose au demeurant, donc au-delà de l'icône de la ruche, il faille recréer, y compris en milieu urbain, les conditions d'accueil de la centaine d'autres pollinisateurs qui font aussi le boulot. Complètement. Donc, effectivement, ce que disait Stéphanie, c'est le gîte et le couvert. Donc, le couvert, changement de végétalisation, etc. Et pour les abeilles sauvages, à la différence des abeilles domestiques où c'est l'homme qui procure le gîte par une petite boîte qu'on appelle la ruche, etc. Pour les autres, c'est aussi laisser des terrains perméables, des petits tas de sable, des arbres morts, des choses comme ça. Ce qui se développe pas mal, c'est ce qu'on appelle les hôtels à insectes. C'est tout à fait. Ce sont des initiatives effectivement qui sont portées par différentes associations et structures dans l'agglomération dijonnaise et qui, encore une fois, un excellent moyen de sensibiliser, encore une fois, la population. Donc souvent là par le biais d'enfants, mais pas seulement, pour justement donc les petits hôtels à insectes. Mais il y en a au Jardin des Sciences, il y en a un peu partout, il y en a dans des écoles, il y en a qui ont été installés. Latitude 21 permet d'en faire aussi dans des ateliers le samedi après-midi. Donc il y a les hôtels à insectes et puis il y a aussi les nichoirs. Qui font aussi partie. Donc là, on n'est plus sur les insectes, on est sur les oiseaux, mais permettre effectivement de recréer et de montrer l'importance de ce qu'on avait perdu de vue. C'est-à-dire vraiment, c'est que on est nous-mêmes humains dans un ensemble bien plus vaste et que préserver l'environnement, c'est se préserver nous-mêmes. Voilà. Et j'avais ça dans le sujet, c'est les arbres morts. C'est dans des squares, des jardins, etc. Tous les arbres sont en pleine forme.
Et dès qu'ils sont pas très en forme, on les coupe, il n'y en a plus. Alors que dans les arbres morts, il y a les, je sais pas comment on appelle ça, les décomposeurs. Hein, ça fait partie d'une certaine biodiversité. Et on n'en voit pas. En ville, on ne voit jamais d'arbres morts qui se décomposent tranquillement comme ça. Ça manque pas. Alors, moi, je peux déjà une petite réponse. Après, on aura la réponse plus scientifique. Mais en ville, c'est déjà pas forcément très bien perçu, un arbre malade. Hein, oui, mais après, si on met un panneau expliquant, voilà. Voilà, donc il faudrait effectivement, pourquoi pas, et il faut que ce soit dans des endroits où il n'y a absolument aucun risque d'accident. Tout simplement de l'arbre qui, du jour au lendemain, tellement il s'écroule. Ouais. Donc effectivement, il ne faut pas que ce soit... par contre, il y a effectivement aussi des arbres malades. Hein. Il y a des arbres malades de par la pollution, d'insectes, de nouveaux insectes ravageurs qui interviennent. Donc le dérèglement climatique aussi est pour une partie, hein, c'est-à-dire que des insectes qui étaient inconnus ici, qui migrent et qui viennent abîmer. Et donc il y a malheureusement des arbres malades. Et donc c'est un gros souci. Ou alors des arbres aussi, on a vu ça, je suis allée me balader avec le responsable des espaces verts sur certains arbres qui ont du mal à s'adapter à justement ce qu'on appelle des îlots de chaleur, hein, c'est-à-dire des températures qui peuvent devenir assez élevées en pleine ville quand il fait vraiment très longtemps, quand il y a la sécheresse. Donc voilà, il y a toute une gestion qui est faite. Moi, je mettrais, pourquoi pas effectivement, peut-être en garder quelques-uns avec des panneaux indicateurs, de même qu'on le fait d'ailleurs sur les jachères fleuries, on l'a pas dit. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'expliquer. Moi, je pense beaucoup à la pédagogie et à l'appropriation. Donc, d'expliquer pourquoi on laisse des jachères fleuries, encore une fois. Hein, donc, des panneaux qui pourraient expliquer, mais pourquoi pas, on peut en parler effectivement sur des arbres morts pour voir ce qui peut s'y développer également. Effectivement, juste pour compléter, hein, bien évidemment, hein, l'arbre mort fait partie totalement des cycles naturels. Alors voilà, les décomposeurs, les saprophytes, les ci et ça. Donc c'est vraiment la continuité dans un écosystème. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Et comme le disait Stéphanie, faut trouver le compromis entre bien évidemment la sécurité, bien sûr des usagers, des espaces verts et autres, et concilier cela avec le maintien, on va dire, des cycles des différents écosystèmes. Mais c'est vrai que dans certains endroits, ça a déjà été fait ponctuellement, que ce soit sur le site de la Colombière. La gestion est bien sûr totalement différente au niveau des combes et des arbres morts qu'on va trouver sur les combes par rapport à des parcs hyper fréquentés et sous lesquels finalement le Dijonnais a l'habitude de se mettre habituellement. Donc voilà, tout est question de compromis, mais effectivement garder ça en tête et en se disant la biodiversité, c'est aussi les décomposeurs de matériaux qui sont aussi c'est ce qui va alimenter le sol. Donc voilà, la question mérite tout à fait d'être posée. Oui, parce que quand on est en ville, après, on perd complètement ce sentiment qu'un arbre, il tombe et il se décompose. Si on voit que des arbres, à peu près nickel, quoi. Il faut dire qu'on est tellement décroché que la nature devient suspecte, donc c'est un problème. Je voudrais juste indiquer un dossier qui s'appelle Biodiversité et bâti, guide technique, comment concilier nature et habitat, qui a été fabriqué et édité par la CAUE d'Isère et par LPO, et traite une série de fiches et c'est super bien fait. Voilà. Et sinon, justement, en petit guide plus local, le magazine européen numéro 54, La nature urbaine, ressources pour une ville durable, qui fait un petit constat justement de tous les apports que peuvent nous apporter la nature en ville, que ce soit justement l'implication des habitants, le côté social, on n'a pas trop parlé, mais justement quand on va retourner la terre et puis qu'on croise son voisin, ça fait c'est le jardin partagé, hein, voilà. C'est vraiment ça fait un sujet de conversation de lien social, intergénérationnel, de gens qui d'habitude se rencontrent pas et qui là retrouvent à la fois le plaisir de cultiver, le plaisir de se cultiver et d'être ensemble. Puisqu'on en est aux annonces, si j'ai encore 30 secondes pour annoncer, donc on va finir aussi sur les abeilles, sur l'Happy Days, donc sur une manifestation organisée dans le cadre donc du Jardin des Sciences, au Jardin des Sciences, voilà, donc l'après-midi, donc ça sera effectivement donc dans l'après-midi, donc si vous souhaitez venir, vous aurez sûrement l'occasion de nous y rencontrer, et puis plein de manifestations, plein de choses qui sont faites autour des abeilles. Voilà. Et c'est presque le premier anniversaire de la réouverture du muséum, allez-y, parce que ça a été super bien refait. Je voudrais indiquer aussi pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur les abeilles, le numéro de ce mois-ci de Science et Vie, où il y a un petit article qui est pas trop mal fait. Voilà.
Bon, on aura compris. Alors, on n'a pas répondu à toutes les questions, comme d'habitude. Mais la biodiversité en ville, ça peut être très sympathique. C'est pas des adventices, c'est pas que un bout de gazon. C'est plein d'autres choses. Et il faut être curieux. Prenez des bouquins, allez voir les muséums. Ils vous diront ce que vous avez vu, insectes ou autres. Et puis, soyez curieux. Après, c'est sympathique de voir toutes ces petites bestioles. Et puis, avec les enfants, ça peut être un jeu. Ah, oui, Stéphane. On vous remercie en tout cas pour toutes ces informations. Merci à toutes les deux, ça a été un plaisir. Merci. Et à bientôt. Les cousins de Paris ont drôle de façon. Ils mangent les pommes vertes, celles que je donne aux cochons. Campus 92.2